Ce matin, c'est le retour de notre chroniqueur Dominique Tremblay. Il est accompagné d'une collègue de travail. Il s'agit de Marie-Claude Néron. Alors, bienvenue à l'émission. Merci. Salut François. De quoi est-ce que tu vas nous parler ce matin? Ben François, je ne sais pas si dans ton milieu de travail, des collègues, des amis ou de la famille, tu as déjà entendu parler de harcèlement psychologique au travail. J'en ai déjà entendu parler, mais pas à mon travail. Souvent, les gens se disent victimes d'harcèlement psychologique. On le voit beaucoup, mais la définition, c'est dur à cerner la notion là, d'harcèlement psychologique. Puis c'est pour ça que j'ai appelé Marie-Claude aujourd'hui, qui concentre sa pratique en droit du travail, pour venir nous parler, pour venir faire les nuances. Nous expliquer un peu c'est quoi le harcèlement psychologique, mais surtout qu'est-ce qui n'est pas du harcèlement psychologique, parce que de cette manière-là, on peut comprendre un peu plus les définitions qui sont souvent très larges. Fait qu'on démystifie autour du harcèlement psychologique. C'est exactement ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fait maintenant près de 10 ans qu'on a un nouveau joueur dans le domaine des relations de travail au Québec, le harcèlement psychologique. OK. Bien évidemment, c'est quelque chose qui existait avant ça, mais c'est le 1er juin 2004 que le législateur a décidé d'instituer une protection législative pour les travailleurs du Québec, le droit de vivre dans un milieu de travail qui est exempt de harcèlement psychologique. Cette protection-là, elle prend la forme, entre autres, de dispositions dans la loi sur les normes du travail, dont une définition que je vais vous lire à l'instant. C'est l'article 81.18 de la loi sur les normes qui dit « Pour l'application de la présente loi, on entend par harcèlement psychologique une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés qui sont hostiles ou non désirés, laquelle, on parle de la conduite, porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne pour celui-ci un milieu de travail néfaste. » On a un deuxième alinéa qui dit « Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un tel effet nocif continu pour le salarié. » On a une définition qui est assez large et qui explique un peu pourquoi, lorsque le législateur a parlé du projet d'inclure ça dans la loi sur les normes du travail, ont manifesté leur crainte de voir les plaintes sans fondement se multiplier. Pour vous donner un ordre de grandeur, en 2011-2012, on a pas moins de 4050 plaintes qui sont reçues par la Commission des normes du travail et qui allèguent une situation de harcèlement psychologique. À mon humble avis, c'est en partie dû au fait qu'on connaît mal qu'est-ce que le harcèlement psychologique. C'est un peu un fourre-tout. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va tenter là, de mettre là, les bases puis de dire qu'est-ce que c'est vraiment. Basé sur la définition que je viens de vous lire, il y a 5 éléments qui sont importants et qui doivent se retrouver de manière cumulative dans une plainte. Une conduite vexatoire, qui a un caractère répété, qui porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité de la personne, qui a un effet là, qui est non désiré et puis qui entraîne un milieu de travail qui est néfaste. On va les reprendre une par une, ces conditions-là, à commencer par la conduite vexatoire. Qu'est-ce que c'est la conduite vexatoire? C'est celle qui humilie, qui blesse la personne dans son amour-propre et qui lui cause des tourments. Donc, déjà, on n'est pas dans un simple malaise passager ou quelque chose comme ça. Le caractère répétitif, tout à l'heure, je vous ai lu un deuxième alinéa qui disait qu'un seul comportement peut parfois constituer, mais c'est assez rare. Donc, généralement, on va exiger qu'on ait une certaine répétition, une accumulation de gestes et de comportements qui sont problématiques. Et on va toujours se replacer avec un certain recul pour regarder la situation dans son ensemble et non par fragments. Parce qu'un élément qui est important, c'est un petit geste tout seul peut sembler parfois anodin, mais c'est quand on le met avec tous les autres que là, on dit, ouais, finalement, là, dans son ensemble, le portrait, ça semble problématique. C'est l'accumulation, puis c'est là que ça devient du harcèlement. Exactement, exactement. Mais on doit quand même, pour ça, avoir une répétition dans le temps de certains éléments. Oui. Puis dans le cas où on disait, il y a un deuxième alinéa qui expliquait qu'un seul geste peut être qu'il faut que le geste soit gros, finalement. Exactement, tu as tout compris. Donc, quelque chose de vraiment majeur. Effectivement. Là, on va le regarder en soi, tout seul, et on va se dire, OK, on n'a pas vraiment de doute. C'est un élément et c'est du harcèlement psychologique. On n'aura pas un élément anodin. Donc, on va avoir quelque chose d'important. Ça serait quoi, par exemple? Mon Dieu, on pourrait parler là, de quelque chose qui est ouvertement discriminatoire, une atteinte là, qui va, par exemple, se dérouler devant une multitude de témoins dans un milieu de travail. Je vais donner l'exemple d'un collègue qui va harceler quelqu'un en raison de son origine ethnique ou encore de sa religion, mais ça va être flagrant et ça va avoir toujours, il faut que les autres critères soient rencontrés, il faut qu'on ait un impact pour la personne, il faut qu'on ait une atteinte quand même, mais on va avoir quelque chose qui souvent va se dérouler devant témoins qui va être assez grave. Là.
Donc, C'est évidemment... ça, en général, pour que ce soit juste un geste, c'est qu'il va y avoir beaucoup de gens pour... Souvent, c'est ce qui va arriver, ou encore, on va parler d'un élément, là, d'un événement qui a des conséquences excessivement graves pour la personne et qu'on ne peut pas nier. Je pense qu'une personne, n'importe quelle personne dirait, moi, j'aurais vécu ça, puis j'aurais pas trouvé ça drôle, puis j'aurais été marquée par ça. Puis on également. parle sur un plan psychologique. Oui, là, c'est pas, oui, ouais. effectivement. Parce que le troisième critère, c'est un caractère qui est hostile et non désiré. Donc, ça se comprend assez facilement. Le plaignant ne doit pas avoir recherché, souhaité ou provoqué la conduite. Donc, il doit être tout simplement victime de ça et ne pas avoir participé à créer son propre malheur. Ensuite, l'atteinte à la dignité, c'est que, ou à l'intégrité de la personne, c'est qu'on doit être en présence de quelque chose qui marque, qui a des séquelles, qui agissent de manière plus que fugace sur l'équilibre psychologique, émotif de la personne. Ça n'a pas besoin d'être physique, ça n'a pas besoin d'être permanent. Mais par contre, on va exiger quelque chose de plus qu'un simple malaise passager où on est sous le choc, puis finalement, 3-4 minutes plus tard, sans passer, on n'y pense plus. Ça n'a pas besoin de durer pendant 4 ans, mais on doit quand même être en présence là, de quelque chose qui marque. Et le dernier critère, un milieu de travail néfaste, bien, écoutez, ça va de soi. C'est un milieu de travail qui n'est pas très agréable, qui est dommageable. Ah, puis en principe, tu as les 4 précédents. Bien, effectivement. Tu as tout compris. C'est pas le critère qui pose le plus de problèmes, généralement. Maintenant, quelque chose qui est aussi important, c'est de savoir qu'est-ce que la Commission des normes du travail, qui est l'organisme chargé, là, généralement, en milieu non syndiqué, de regarder est-ce que, oui ou non, on est en présence de harcèlement psychologique. La Commission des normes, en analysant ça, va utiliser le test qu'on appelle de la personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. Donc, on va dire, est-ce que quelqu'un qui est complètement étranger à ce milieu-là, je la place devant les faits, est-ce que cette personne-là dirait, oui, moi aussi, je me sens mal là-dedans, puis moi aussi, je considère que c'est du harcèlement psychologique? Parce que, vous savez, le harcèlement psychologique, contrairement à ce qu'on pourrait être tenté de penser, c'est pas une question de perception uniquement, c'est pas une question d'impression. On doit avoir des faits objectifs. Ça a l'air très simple comme ça, mais les faits, qu'est-ce que c'est? À telle date, telle heure, devant telle personne, à telle place, monsieur ou madame une telle a dit ça ou a fait tel geste et ça a eu tel impact sur moi, il y avait tel témoin. C'est pas, depuis quelque temps, j'ai l'impression que mon boss m'aime moins ou que mes collègues de travail m'apprécient plus. Non, on doit avoir quelque chose de concret. Pas, ben il a l'air menaçant. Non. Pourquoi? Donc, dans quelles des circonstances? trucs mesurables, Oui, des trucs, exactement. Et on va prendre ces faits-là et on va dire, est-ce que toi qui es externe à ça, tu considères que tu es placé là-dedans, tu es appelé à vivre ça? Est-ce que tu en es marqué ou est-ce que tu passes au travers de ça sans aucun problème? Donc, c'est le critère qui va être appliqué par la Commission des normes du travail pour voir. Maintenant, Dominique l'a dit tout à l'heure, souvent, la meilleure façon de savoir qu'est-ce qu'on veut, c'est d'abord de déterminer ce qu'on ne veut pas. Donc, pour aider les gens à la maison à savoir qu'est-ce que le harcèlement psychologique, je vais vous énoncer certains exemples de qu'est-ce qui n'est pas du harcèlement psychologique. Bien évidemment, je tiens à faire une mise en garde, c'est que chaque cas va toujours demeurer un cas d'espèce. Dominique peut me raconter une situation qui ne constituera pas du harcèlement psychologique. Toi, tu vas venir me voir, tu vas me raconter presque la même chose, mais avec certaines nuances. Puis je vais dire, bien, dans ton cas, François, oui, on est en présence de harcèlement. C'est toujours, ça reste du cas par cas, c'est à Exactement. évaluer Exactement. Parfait, mais il y a quand même là 3 catégories que j'ai préparées pour les gens à la maison. L'exercice des droits de direction. Chaque employeur a ce qu'on appelle un droit de gérance. Il va gérer son entreprise pour qu'elle soit profitable, pour qu'elle soit rentable, et ça lui donne le droit de prendre certaines décisions, de poser certains actes. L'imposition de mesures disciplinaires. L'imposition de mesures de plus en plus sévères. Se montrer de plus en plus insistant envers quelqu'un parce qu'on veut que le rendement soit là, que la prestation de travail soit de meilleure qualité. Donner une évaluation négative à quelqu'un, par exemple. Perdre patience devant une attitude qui est arrogante de la part d'un salarié ou d'une salariée. Ou encore tout ce qui est les aléas qui vont aller avec un changement dans l'organisation. Souvent, on va voir quelqu'un qui dit, bien moi, mon boss avant, c'était mon grand ami, j'ai changé, j'ai un nouveau patron, puis là, j'ai perdu certains privilèges que j'avais. Ça va avec la réorganisation. Il y a l'abolition de certains postes. On va se retrouver avec peut-être un petit peu plus de tâches qu'on en avait auparavant, dans la mesure où ça respecte autrement la convention collective et la loi. C'est l'exercice du droit de gérance et ça ne constitue pas du harcèlement psychologique. L'autre catégorie, c'est ce que j'ai appelé les rapports sociaux difficiles. Le harcèlement psychologique, c'est pas là pour sanctionner les remarques de mauvais goût, l'incivilité ou encore les remarques un peu passagères. C'est vrai que le colon est encore oui, effectivement, c'est plate, mais oui. Mais par contre, il va falloir faire attention à ce que cet individu-là ne devienne pas problématique de manière chronique quand même. Mais ça pourrait devenir du harcèlement. Oui. Avec l'élément de répétition, ça peut devenir lourd. Exactement. Mais par contre, on va parler, par exemple, mon boss me dit plus, s'il vous plaît, merci.
Non, c'est C'est bon, tu sais. Mais c'est des règles non officielles de bienséance. exactement. C'est Tu sais, le fait de plus le dire, c'est un peu de l'incivilité, je suis d'accord, mais ce n'est pas du harcèlement psychologique. Des commentaires un petit peu désobligeants sur un lunch le midi à la cafétéria, tant que ça ne devient pas chronique, récurrent et problématique pour la personne qui se sent visée et attaquée, c'est pas du harcèlement psychologique. Et troisième et dernière catégorie, les rapports entre collègues. On ne peut pas aimer tout le monde, tu vas être d'accord avec moi. On ne peut pas se faire aimer de tout le monde non plus. Un milieu de travail, ça génère du stress, des bouleversements, des insatisfactions, des inconvénients. Il y a un certain niveau qui est normal. Donc, les simples querelles entre collègues, là, se tirer un peu les cheveux une fois de temps en temps, c'est pas problématique, ça n'est pas du harcèlement psychologique. Évidemment, si ça devient, ça pourrit le milieu de travail, ça peut devenir problématique, mais sinon, on demeure dans ce qui est permis et raisonnable. Maintenant, il peut être utile de savoir qu'une plainte de harcèlement psychologique, ça peut avoir effectivement des impacts sur le présumé harceleur, qui peut se voir congédier, imposer des mesures, mais ça peut aussi en avoir sur la personne qui dépose une plainte manifestement mal fondée dans le but de nuire à quelqu'un. Cette personne-là aussi peut être l'objet de mesures disciplinaires et être congédiée selon le cas. Sinon, ce serait bien trop facile d'attaquer quelqu'un. Effectivement. Donc, c'est très important. La personne doit toujours demeurer de bonne foi dans son processus. C'est pas grave qu'elle dépose une plainte qui, ultérieurement, là, ça s'avère non fondée. Mais ce qui est important, c'est que tout au long du processus, elle croyait honnêtement qu'elle était en présence d'une situation de harcèlement psychologique qu'elle voulait dénoncer. Mais à partir du moment où on a dit « Ah oui, bien lui, je vais me venger, je vais déposer une plainte », là, ça devient problématique. Maintenant, tout à l'heure, en début de chronique, je vous ai parlé d'une statistique. J'ai dit il y a 4050 plaintes qui ont été déposées en 2011-2012. Je vais terminer la statistique en disant il y a 65 de ces plaintes-là qui ont été réglées hors cours ou encore déclarées irrecevables par la Commission des normes du travail en disant c'est manifestement mal fondé, il n'y a pas matière à harcèlement. Ça nous laisse 35 qui passent au travers du processus complet en 2011-2012, qui se rendent devant la Commission des relations de travail, qui est le tribunal administratif désigné pour entendre ces causes-là. Et de ce 35 %-là, bien, tu comprendras qu'il y en a qui sont acceptés puis il y en a qui sont rejetés. C'est ça, c'est pas la fin. Là, non. Ça peut être oui ou ça peut être non. Donc, c'est un infime pourcentage de plaintes qui se rendent jusqu'au bout du processus avec succès. Puis par quoi on explique, c'est que les gens ne connaissent pas les bien, je pense qu'effectivement, je pense que c'est mal compris et je pense aussi que les gens vont souvent se dire, moi, j'ai l'impression d'être victime, donc je vais déposer une plainte. Et en terminant, ce que j'aimerais dire, c'est clair, net et précis qu'au Québec, dans notre société, on a tout intérêt à atteindre un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique pour les individus, pour la société. Mais néanmoins, il faut être prudent. L'utilisation des processus qui sont prévus à la loi sur les normes du travail ou dans les conventions collectives, des fois, là, au lieu d'assainir le milieu de travail, ça le contamine. Les gens, après, quand la plainte était manifestement mal fondée, sont appelés à cohabiter ensemble encore, à vivre ensemble. Donc, ce que je veux dire, c'est quand vous pensez honnêtement être victime de harcèlement, je ne suis pas en train de vous dire « déposez pas plainte », mais seulement faites une réflexion avant. Dites-vous, est-ce que j'ai des faits objectifs au soutien? Est-ce que quelqu'un d'externe à la situation qui n'est pas un ami proche pourrait dire « Hey, je pense que ce que tu vis, là, c'est pas normal ». Si oui, peut-être qu'il y aurait moyen ou qu'il y aurait lieu, avant d'utiliser une méthode alternative comme la communication, aller voir un supérieur ou aller voir directement la personne. Il y a des cas où ça ne pourra pas se régler de cette façon-là. Mais à tout le moins, peut-être que ça contribuera davantage. Mais la communication devrait être la première étape à se calmer. Hein? Oui, effectivement. La communication. Voilà. Et là, quand ça ne marche pas, là, c'est là qu'on devrait avoir d'autres recours. Exactement. Parce que je présume qu'il y a des tas de problèmes harcèlement psychologique dans tous les autres domaines qui auraient pu être réglés si les gens avaient communiqué. On va se laisser sur cette belle pensée-là. C'est très, très, très intéressant, vraiment. J'espère que ça a démystifié pour les téléspectateurs ce qu'est le harcèlement psychologique et ce qui ne l'est pas aussi, très important. Merci beaucoup. On se revoit dans un mois. Est-ce qu'on sait déjà de quoi on va parler? C'est une surprise? Non, je sais. Je vais faire une chronique sur le droit de la famille. En fait, on va voir les obligations qu'on a quand on forme une famille avec des enfants puis qu'on est marié. Puis c'est quoi nos obligations? On va en avoir assez d'une chronique, mais on ne couvrira pas tout le sujet. ça devrait intéresser beaucoup de gens. Donc, dans un mois, notre prochaine chronique. Merci beaucoup et bonne journée. Merci.